impossible to tell what another person feels. Stanley's voice was low and hard. It was a voice that was made to command. How people feel is not particularly important to him. What they do is important to him. Everybody, which meant himself included, to go way beyond what you thought was the best you could ever do at anything. Depuis 8 ans, depuis Full Metal Jacket en 1987, aucune nouvelle de Stanley Kubrick. Le 15 décembre 1995, les studios Warner annoncent le 13e Kubrick. Titre Eyes Wide Shut, sujet la jalousie et l'obsession sexuelle. Impossible d'en savoir plus pour l'instant. 45 ans de cinéma, 8 Oscars et un sens du secret poussé à l'extrême. Kubrick fascine. Un nouveau film, un nouveau mystère. Stanley Kubrick n'est pas un réalisateur prolifique. De 1953 à 1987, il réalisera seulement 12 films. Mais Kubrick fascine, par son perfectionnisme et son sens du détail, par son sens du secret aussi. Ce cinéaste visionnaire, qui débuta comme photographe, se sera attaqué à tous les genres. Science-fiction, polar, fresque historique, film de guerre, comédie grinçante, fantastique. Une œuvre singulière et frappante. Du casse-raté de l'ultime razzia aux tranchées des sentiers de la gloire, des brumes irlandaises de Barry Lyndon au vide cosmique de 2001, Kubrick se renouvelle sans cesse, traçant, film après film, un portrait terrible de notre humanité. Dès ses débuts, il parviendra à mener sa carrière sans faire de concessions au système. Pour préserver son indépendance, il finira même par s'installer dans la campagne anglaise pour fuir la pression des studios hollywoodiens. Faire un film, ce sera toujours pour Kubrick, quand il veut et comme il veut. Il aimait Fellini et Bergman. Aujourd'hui, Spielberg et Lucas le vénèrent comme un maître. Cet enfant du Bronx aura réussi à faire des films grand public comme on fait du cinéma d'auteur, avec une exigence absolue et acharnée. Printemps 1994, Stanley Kubrick cherche un scénariste pour son nouveau projet. Ce sera Frédéric Raphael, écrivain américain, auteur de 16 romans et 13 scénarios. Frédéric Raphael vit en France, direction le Périgord. Pendant tous les 6 mois avant qu'il ne m'a téléphoné, j'avais des messages mystérieux de chez Warner disant est-ce que j'étais libre de faire quelque chose. Bizarre de question, et j'ai dit ça dépend ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Ah, on ne peut pas vous dire. J'ai dit mais c'est un peu ridicule ça, parce que j'étais très soulagé quand j'ai trouvé qu'en effet, c'était pour adapter un conte. Et il voulait que je le lise, et puis après, on discute. Et si je voulais le faire, on était d'accord. Stanley, how are you? I'm good. If they were to come to New York, you would talk to them about Stanley Kay. Les deux Stanley, Donen et Kubrick sont amis depuis les années 50. Quand Frédéric Raphael parle à demi-mot du sujet du prochain Kubrick à Donen, le réalisateur de Chantons sous la pluie n'est pas vraiment surpris. Quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit « Stanley m'a parlé d'un film. Il m'a envoyé le livre, mais a enlevé le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Je lui ai dit « Je parie que je sais ce que c'est. C'est de Schnitzer et ça s'appelle La Nouvelle Rêvée. Je n'ai pas raison ?» Il m'a répondu « Je n'ai pas le droit de te le dire, mais tu es sûrement le seul sur Terre à être au courant de ça. C'est parce que Stanley en avait parlé dans les années 60. » Pour en savoir plus sur ce projet, nous décidons d'interroger Jan Arlan, qui depuis Barry Lyndon est en charge de l'aspect financier et contractuel des films de Kubrick. Ce grand argentier est aussi le frère de Christiane Arlan, Madame Kubrick depuis 40 ans. J'ai acheté les droits en 1971. Il a toujours gardé le livre dans un coin de sa tête. Il y réfléchissait, il laissait tomber et puis il revenait. Il en a fait plusieurs versions, mais il n'était pas satisfait du résultat à l'époque. C'est une histoire très intime autour de la jalousie. C'était une traduction, donc, pas seulement littéralement dans le sens d'une langue à une autre, mais d'une époque à une autre,
là-dedans, il y avait un mythe. Et s'il y a un mythe, on peut toujours traduire, parce que c'est ça un mythe. Schnitzler avait fait à Vienne, nous allions le faire à New York. Les livres ont toujours fourni à Kubrick le sujet de ses films. James B. Harris, producteur des Sentiers de la Gloire et de Lolita, nous explique la genèse de leur premier film, L'Ultime Razzia. Quand on a décidé de faire des films ensemble, on n'avait pas le moindre sujet à tourner. Donc je suis allé dans une librairie, j'ai feuilleté des polars, et je suis tombé sur un livre racontant l'histoire d'un hold-up sur un champ de course. C'était Clean Break de Lionel White. Pas de scénario original chez Kubrick. S'il puise dans ses lectures le sujet de ses films, il choisit aussi des romanciers pour le seconder dans l'écriture de ses scénarios. Diane Johnson ne fait pas exception. Romancière américaine, elle sera chargée par SK d'adapter le roman d'un autre SK célébrissime. Il aurait pu travailler avec Stephen King, mais il ne l'aimait pas. J'espère que Stephen King ne verra jamais ça. Il m'a appelé à Londres tard un soir. Il m'a dit qu'il était Stanley Kubrick et qu'il voulait discuter avec moi. Le but de son appel n'était pas très clair, mais on a parlé littérature, ce qui est plutôt rare pour un metteur en scène de cinéma. Il m'a appelé comme ça tous les soirs, pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec Shining? Il voulait faire le film le plus terrifiant jamais réalisé? Oui, c'est exactement ça. Il voulait tourner un grand film dans ce genre cinématographique-là pour prouver qu'on pouvait faire mieux que des films comme Halloween. Il y a eu tout un mythe qui s'est créé depuis sur son côté féroce et tyrannique, alors qu'en fait, il n'était pas du tout comme ça. Il était toujours extrêmement prévenant, non seulement avec moi, mais avec tous les gens avec qui il travaillait. C'était très familial, chacun proposait des idées pour le scénario, pour le décor. Ça avait un côté artisanal et vieille école, très sympathique. Arthur C. Clarke, grand maître de la SF, vit aujourd'hui au Sri Lanka. Kubrick s'est inspiré de sa nouvelle La Sentinelle, écrite en 1948 pour son 2001. Le romancier anglais se souvient d'une mémorable séance de travail avec le cinéaste. This was in New York when we were starting work on it. It'd be 1964. The very evening we decided to make this film. It was a lovely evening, almost a full moon, and we went on the roof on of Stanley's penthouse and looking up at the sky, and a brilliant light rose up in the west and moved straight overhead. And do you know what it was? It was Echo. That's an extraordinary example of how simple things can cause UFO stories. From then on, I met Stanley almost every day. I couldn't say who wrote what. It was like a table tennis game, and he was incidentally a very good table tennis player. We battled ideas back and forth. Although sometimes it took him some time to be quite sure what he wanted, and then he'd let nothing stand in his way until he got it. Bye-bye. Pour Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick et Frédéric Raphaël passeront 2 années penchés sur leur machine à écrire. Ça a continué jusqu'au mois de juin. Et à ce moment-là, il m'avait dit, je pense que tu es un peu épuisé à ce moment-là avec ce scénario, pas avec la vie, j'espère. Et puis, j'ai dit oui, franchement, ça suffit un peu. Hein. Il avait dit oui, je vais travailler un peu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et pour la première fois, il avait dit, écoute, je vais essayer de faire ce film. Hein. Le scénario est prêt, Kubrick se tourne alors vers son producteur depuis Orange Mécanique, la Warner. Et le grand patron, c'est Terry Semel. Now they knew who was master and leader. Sheep, thought I. But a real leader knows always when to give and show generous to his unders. Ok, vous savez, je ne donne jamais d'interview. Comment un des plus grands studios de cinéma gère-t-il un réalisateur aussi indépendant? C'est lui qui décidait des projets sur lesquels il voulait travailler. Il mettait au point le scénario avec l'auteur de son choix et, en ce qui me concerne, on a travaillé ensemble sur
Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket et maintenant Eyes Wide Shut. Alors tous les 5 ou 6 ans, je recevais ce fantastique coup de fil me disant « Je suis prêt. Quand pouvez-vous venir à Londres ?» En général, je m'y rendais la semaine suivante ou celle d'après, et une fois à Londres, le rituel était toujours le même. J'arrivais à l'hôtel, le scénario était dans une enveloppe qui m'était remise en main propre. Je montais l'enveloppe dans ma chambre, j'appelais Stanley et on discutait quelques minutes. On laissait passer la nuit, je lisais le scénario le lendemain, soit dans ma chambre d'hôtel, soit chez lui, et ensuite, on se rencontrait. On n'était pas tenu de faire le film. Si on disait, ce qui est très rarement arrivé, ça ne nous plaît pas, il ne pouvait pas faire le film. Jack Nicholson, Peter Sellers, Shelley Winters, Sue Lyon, Matthew Modine, Malcolm McDowell, quels acteurs allait-il choisir pour Eyes Wide Shut? Il voulait surtout tourner un film avec un couple, un vrai couple. Parce qu'il me disait, et c'est tout à fait vrai, que dans les films, on voit toujours les coups de foudre, on voit les gens qui font l'amour si vite, dans l'ascenseur, n'importe où, parce que vite, vite, vite. Mais ce qui l'intéressait, et on le voit souvent dans ces films, c'était la pause, c'était la tranquillité, c'était le moment avant. They're the talk of the neighborhood. Voila! My yellow roses, my daughter. Darling, turn that down, please. I can offer you a comfortable home, a sunny garden, a congenial atmosphere, my cherry pies. Il y a aussi, qui a passé dans notre conversation, la possibilité de Kim Basinger et Alec Baldwin. Parce qu'elle est magnifique. Lui, franchement, je ne trouve pas aussi merveilleux, disons. At one point, interestingly enough, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, il voulait proposer le rôle principal à Woody Allen, pour lui faire jouer un personnage dramatique, pas comique du tout. Il a toujours pensé que Woody Allen ferait un formidable acteur dramatique. Il le voyait bien dans un rôle de médecin juif new-yorkais. Il l'avait adorée dans Né un 4 juillet. Elle, il l'avait découverte dans Calme blanc. Tom Cruise, Nicole Kidman, décembre 95, c'est officiel, Kubrick les a choisis. Tom Cruise et Nicole Kidman ont été convoqués chez Stanley pour lire le scénario. Et il fallait qu'ils décident sur le champ s'ils acceptaient de faire le film. Stanley avait l'habitude de dire que choisir les bons acteurs, c'est déjà 75 à 80% du travail de fait. Qu'il fallait absolument engager des acteurs sachant vraiment jouer. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut leur apprendre et que ça peut devenir un vrai cauchemar sur un plateau. Qu'est devenue Lolita, ou plutôt qu'est devenue l'inoubliable, la troublante Sue Lyon, interprète du film de Stanley Kubrick il y a 25 ans. Son ancien agent lui-même ignore ce qu'elle est devenue. En 87, l'équipe de l'émission Cinéma Cinéma retrouvait Sue Lyon, l'actrice de Lolita. Extrait. I went on an interview to Stanley Kubrick and Jimmy Harris. And I had been told it was for a television series. And I went in. And usually in Hollywood, when you go on interviews, they say, hello, what's your name? Thank you very much, goodbye. These two said things like, where do you date? Where do you go? What do you do? What time do you come home? What does your mother think of that? Where did you buy that dress? They asked me questions that, you know, I would have to answer, that I did answer. And so when I went, they kept me in there for a whole hour. It was amazing. So when I left, I was walking out and I ran into a girlfriend of mine who also went on all the same interviews. And she said, what's it like? I said, I don't know. I don't know what those guys are doing, but it's a whole lot of fun. You might as well just go anyway. Well, I guess I won't be seeing you again, huh? I should be moving on.
I must prepare for my work at Beardsley College in the fall. Then I guess this is goodbye. Yes. Comment Keir Dullea est-il devenu Dave dans 2001, l'Odyssée de l'espace? You don't mind talking about it, do you, Dave? No, not at all. 30 ans plus tard, nous retrouvons l'acteur de ce film mythique dans un théâtre de Cape Cod, près de Boston. Je jouais dans un film d'Otto Preminger. Et un jour, j'avais du temps libre. Je suis allé à une fête foraine. Un diseur de bonne aventure m'a pris la main et m'a demandé « Vous êtes ingénieur ou scientifique ?» J'ai répondu non. Là, il m'a dit, en utilisant un mot un peu vieillot, « Je vois un astronef dans votre main. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'avais un message de mon agent me demandant de le rappeler. Je l'ai rappelé à New York, j'étais à Londres, et il m'a dit « Tu as une offre ferme pour faire un film de science-fiction avec Stanley Kubrick. » I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. Ça, c'est l'uniforme du sergent Hartman, en Full Metal Jacket. Pourtant, lui n'était pas acteur et depuis sa rencontre avec Stanley Kubrick, il a tourné dans plus de 40 films, de Mississippi Burning à Seven. Lee Ermey, le tyran instructeur de Full Metal Jacket. Mon but, c'était d'arriver à décrocher le rôle du sergent Hartman. Mais quand je suis arrivé et que j'en ai parlé à Kubrick, il m'a dit « Désolé Lee, mais j'ai déjà quelqu'un sous contrat pour jouer le sergent Hartman. » You will not laugh. You will not cry. You will learn by the numbers. I will teach you. J'ai quand même réussi à décrocher un bout d'essai pour le rôle. En fait, c'est moi qui faisais passer les auditions aux figurants et c'est moi qui envoyais leurs photos à Kubrick. Donc du coup, j'ai demandé à Léon Vitali, qui était le bras droit de Kubrick, de prendre sa caméra vidéo et de me trouver 25 figurants auditionnés. Pendant la pause déjeuner, je suis allé enfiler un uniforme et j'ai fait passer ces auditions en sergent Hartman. Je suis arrivé parmi eux et je leur ai parlé comme l'aurait fait un sergent instructeur. Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kikes, wops, or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved corps. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Du coup, on a envoyé ça à Stanley Kubrick et le lendemain, il me demandait de jouer le sergent Hartman. Well, thank you very much. Can I be in charge for a while? Sir, yes, sir. Are you shook up? Are you nervous? Sir, I am, sir. Do I make you nervous? Sir, sir, what? Are you about to call me an asshole? Les dialogues lui avaient plu. En fait, je disais ce qui me passait par la tête. J'improvisais. Do you suck dicks? Sir, no, sir. Are you a Peter Pupper? Sir, no, sir. I bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. That was one of them. You, John Wayne? Is this me? Who said that? Who the fuck said that? Who's the slimy little common shit twinkle-toed cocksucker down here who just signed his own death warrant? Il a voulu reprendre des portions de ce dialogue pour les inclure dans le film. C'est ce qu'on a fait. What is your major malfunction, numbnuts? Didn't Mommy and Daddy show you enough attention when you were a child? Est-ce qu'il aimait les acteurs? Non, il disait que non. Pourquoi? Il ne les trouvait pas assez intelligents? Oui, et trop capricieux, se donnant des airs, ne travaillant pas assez, ce qui est en général vrai de beaucoup d'acteurs. Il disait qu'il aimait toute la préparation d'un film, à l'exception du tournage. S'il avait pu trouver le moyen de tourner un film sans acteur, il l'aurait fait. Il y est arrivé dans 2001, grosso modo. C'est quand il contrôlait tout que ça lui plaisait le plus. Depuis qu'il l'avait vu dans If de Lindsay Anderson, Kubrick n'envisageait plus personne d'autre que Malcolm McDowell pour incarner Alex, le chef des Droogs d'Orange Mécanique. L'acteur anglais avait alors 28 ans.
Je lui disais parfois, Stanley, c'est toi le metteur en scène, c'est à toi de me dire ce que je dois faire. Et il me répondait, je ne suis pas prof d'art dramatique. Right, Pete, check the rest of the house. 10. C'était un très mauvais directeur d'acteurs, aussi étrange que cela puisse paraître. C'est-à-dire? Il ne comprenait pas les gens, il n'y a qu'à regarder ses films. Stanley m'a dit un jour, j'aimerais pouvoir réduire les acteurs à la taille de pygmées, pour les mettre dans une petite boîte et leur faire faire ce que je veux. Tom Cruise said first day out. Tom Cruise m'a dit dès le premier jour, je meurs d'envie de faire ce film. Je vais être à l'école, je vais être avec le maître. J'ai hâte de passer 1 ou 2 ans à ses côtés. Ça va être l'expérience de ma vie. Automne 96, le tournage d'Eyes Wide Shut commence dans les studios Pinewood au nord de Londres. Pourquoi tourner loin quand on peut tourner près de chez soi? Depuis Lolita, Kubrick ne quitte plus l'Angleterre. Par certains côtés, Stanley ressemblait à Napoléon, qu'il admirait d'ailleurs. Il disait, faire un film, c'est comme livrer la bataille d'Austerlitz. Il faut s'assurer que chaque section de la Grande Armée est bien sur le champ de bataille, au bon endroit et au bon moment. Sinon, on perd la guerre. En 1953, à 25 ans, Kubrick réalisait son premier long métrage, toujours invisible à ce jour, Fear and Desire. Un jeune débutant new-yorkais est engagé pour le rôle principal. Il s'appelle Paul Mazursky et c'est son premier film. Dans Fear and Desire, il était l'un des 4 militaires perdus dans la forêt. Premier film aussi pour Kubrick et petit budget qui l'obligera à emprunter $10 000 à ses proches pour boucler le tournage. Voici l'équipe au grand complet. Stanley est là et moi je suis en bas quelque part. Ça a été une période très intéressante. L'équipe se résumait à ces 3 personnes et tout le monde mettait la main à la pâte. Il n'y avait pas de syndicat, pas de travelling non plus. On se servait d'une poussette d'enfant, on bricolait quoi. C'était son premier film, il apprenait. Il était très enthousiaste et très sûr de lui. On avait l'habitude de dire en plaisantant que s'il était une pieuvre, il serait son propre caméraman, son propre maquilleur, son propre directeur photo, etc., etc. Tout le monde le dit, sur un tournage, Kubrick fait tout. Pas d'initiative personnelle pour les techniciens, même les plus grands. Kubrick contrôle tout, jusqu'à l'obsession. À 19 ans, Andrew Birkin devenait 2e assistant sur le tournage en studio de 2001. Nous retrouvons au fin fond du Pays de Galles celui qui a écrit le scénario du Jeanne d'Arc de Luc Besson. This confirm your engagement as a messenger runner on the above production subject of the following. £8 a week. Sur le tournage de 2001, les syndicats faisaient encore la loi. Et ils n'appréciaient pas du tout qu'un réalisateur manie la caméra. Ou même qu'il éclaire le plateau. Donc c'était Jeff Hensworth, un gentleman qui faisait ce métier depuis des années, qui était directeur de la photographie. Et presque toujours, Jeffrey éclairait le plateau, ce qui lui prenait une bonne heure. Et quand Stanley arrivait, il lui disait « Merci beaucoup, Jeffrey », et il refaisait tout l'éclairage. Alors Jeffrey allait se prendre une tasse de thé. Fin 96, rien ne filtre des plateaux de Kubrick. Le tournage a débuté il y a 3 mois. Jennifer Jason Leigh et Harvey Keitel sont arrivés sur le plateau. La rumeur, ce serait un film quasi porno où Cruise et Kidman seraient des psychiatres accros à l'héroïne. Réponse de son ami et collaborateur de 30 ans, Julian Senior. Non, c'est faux. C'est une droguée. Donc quelqu'un lui apprend à jouer les drogués.
Donc quelqu'un lui fait prendre de la drogue. Est-ce qu'ils ont couché ensemble? Ils ont forcément couché ensemble. C'est comme ça que naissent les rumeurs. Février 97, Kubrick autorise Tom Cruise à assurer le service après-vente à Paris de son dernier film, Jerry Maguire. Allait-il faire quelques confidences? Bon, ben on n'en saura pas plus, hein. D'accord. Liz Smith of Cosmopolitan called it a perfect movie. Beautiful, breathtaking, brilliant. Like a gorgeous, fulfilling dream of life. A dream you never want to end. Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neal and Marissa Berenson. Moi, j'ai pas de souvenir personnel d'avoir refait des scènes 50 fois. Je me rappelle une scène très dure à refaire beaucoup de fois. C'était la scène où je me suicide, où je m'empoisonne, et je hurle, je tourne dans tous les sens. Et c'était dur parce que c'était très physique et très hystérique et très comme ça. Donc, et ça, je l'ai refaite peut-être 10 fois. Mais j'ai vu Ryan faire des scènes beaucoup de fois. Of course you will, my darling. But you're not going to die. La scène où on perd notre fils, où il meurt, là. Mais je ne sais plus combien de fois. Enfin, c'était jusqu'à qu'il était complètement cassé. Mais ce qui était fantastique, c'est qu'il était cassé. Il devait être cassé dans cette scène. We crept up on the fort. And I jumped over the wall first. And my fellows jumped after me. Et alors, petit à petit, à force qu'il le refaisait, qu'il racontait cette histoire 50 fois, à la fin, il était complètement cassé et en larmes et complètement. Mais en fait, c'était ça qui était beau. In 3 minutes' time, we left. En revoyant le film, je suis capable de distinguer les scènes que j'ai tournées à la fin du film de celles que j'ai faites au début, parce que, entre-temps, j'ai pris 10 ans. Quand un acteur refait 50 fois une scène, les techniciens aussi. Pas de pitié pour les caméramens. Meilleur exemple, Garrett Brown. Ce maître de la Steadicam sur Le Retour du Jedi et Casino a testé cette caméra stabilisée permettant des mouvements totalement fluides sur Shining en 1980. Il a fini sur les rotules ce tournage quasi olympique. Ça permet au caméraman d'avoir toujours une image parfaitement nette. Et ça lui donne aussi une grande liberté de mouvement. C'est grâce à ça qu'on a pu tourner des choses aussi délirantes dans Shining. Et ça a aussi beaucoup plu à Stanley. Il aimait bien les mises en scène chorégraphiques. Et cette machine lui permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec une autre caméra. Ce n'est pas seulement la façon de bouger. C'est aussi la façon de s'arrêter et de repartir qui ajoute quelque chose à l'image. Un arrêt comme ça est très différent émotionnellement d'un arrêt comme cela. Hi, I've got an appointment with Mr. Ullman. My name's Jack Torrance. Le premier plan du film est un plan très élaboré de 45 secondes qui suit Jack dans l'hôtel. Ensuite, il entre dans le bureau et le tout dure 1 minute et demie. À la fin de la première prise, je me suis dit, bon sang, je n'arriverai jamais à tenir jusqu'à la fin du film. Mr. Ullman? Yes? I'm Jack Torrance. Oh, well, come on in, Jack. Very nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Ullman. This is my secretary. On se découvre de nouvelles limites, on se surpasse. J'ai vécu des moments fabuleux. Mes sensations étaient décuplées. Je pouvais faire autant de prises que je voulais, et j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre mon métier à ses dépens.
Ça a été une année d'entraînement intensif. Don't look at your hands, Danny. Slowly, slowly, slowly. Keep coming. More scared, Danny. Now, go. Over your shoulder. Run now, run. Look back, Danny. Look back. On a fait quelque chose que je ne pensais pas faisable avec une Steadicam, à sa demande d'ailleurs. C'est devenu très courant aujourd'hui, et ça s'appelle un filage. Roland, tu veux nous en faire un? Regarde par là-bas et reviens sur moi. C'est pas évident d'ailleurs. Il n'a pas très bien fait. Je vais vous faire Stanley. Non, non, Garrett, pas comme ça, non, non. Il attrapait la caméra à pleine main et faisait « vous ». Voilà ce que je veux. Et ça me vexait terriblement parce que je me considérais comme le grand prêtre de la Steadicam, le maître absolu en la matière, et ne pas réussir à faire un filage, ça me dérangeait plutôt. Pour certains plans de Shining, j'ai dû monter 3 étages avec la caméra. Et on refaisait 35 fois la prise, ce qui équivaut à porter la caméra jusqu'en haut de l'Empire State Building. Mai 97, en plein tournage d'Eyes Wide Shut, Sidney Pollack reprend le rôle d'Harvey Keitel. La rumeur dit que le Bad Lieutenant aurait été débarqué du tournage parce que, comment dire, il aurait été un petit peu trop loin pendant une scène torride avec Nicole Kidman. Non, il y a eu du retard dans le tournage des scènes d'Harvey Keitel. Et comme il avait un autre film derrière, il n'aurait jamais eu le temps de tourner toutes ces scènes. Donc il est parti sans tourner, et Stanley a pris quelqu'un d'autre. Il s'angoissait à l'idée que les acteurs ne sachent pas leur texte. Je détestais quand il martyrisait les acteurs. Il a été d'une rare cruauté avec Shelley Duvall. Il s'était rendu compte qu'en la brusquant, il obtenait quelque chose de plus. Donc il prenait un malin plaisir à la tyranniser. Je crois qu'il ne l'aimait pas du tout. En fait, dans le scénario, j'avais écrit beaucoup plus de scènes pour Wendy, le personnage de Shelley Duvall, par rapport à ce qu'ils ont tourné. Il lui disait « Saute ce passage, Shelley !» Tu cries, c'est tout. Et il a éliminé comme ça beaucoup de ces scènes. Was at the end when you said we've got to get him out of here, as you got strong at the end, and I think it has to be a last desperate begging, you know. And I still think you shouldn't jump on every single emphatic line. It looks fake. It really does. It looks like you, Shelley, I'm telling you, it's too many times. I find that il n'était pas particulièrement respectueux de ce que ressentaient les gens travaillant avec lui. Ça ne l'intéressait pas. Je me souviens avoir dit « J'ai fait des choses dans ce film que je ne referai plus jamais ». J'ai fait une cascade que je n'aurais jamais faite pour un autre réalisateur. Il ne m'a pas menacé, il ne m'a pas forcé. Il m'a simplement demandé de la faire et je l'ai faite. En fait, on a filmé ça à l'envers. J'ai sauté, simplement retenu par une corde de piano, en chute libre. À l'autre bout de la corde, il y avait un type qui travaillait pour un cirque. Il y avait des nœuds sur cette corde et il devait attraper le bon nœud quand il savait où j'étais. Ensuite, il sautait d'une plateforme, ce qui me faisait remonter, et je me balançais comme un pendule. Je n'avais pas de casque, j'aurais pu me tuer s'il y avait eu le moindre problème. Mais je n'y ai jamais pensé. Je me sentais en sécurité. Stanley avait un don pour faire souffrir les gens. Il faisait en sorte de les pousser au-delà de leurs limites. Ce qui explique qu'il obtenait souvent des performances exceptionnelles de la part de ses acteurs et actrices, car eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils étaient capables de tels exploits. Je lui ai dit, Stanley, comment tu sais quand tu tiens la bonne prise?
Et en gros, il m'a répondu, quand ça me plaît. Si la scène me plaît, c'est que c'est la bonne. Aussi simple que ça. Je ne remettrai plus jamais ces écarteurs de paupières. Non, plus jamais. La douleur était insupportable. J'avais l'impression que quelqu'un me faisait ça avec une lame de rasoir. C'était atroce. Je me tapais littéralement la tête. J'ai appelé le médecin, il est arrivé, m'a fait une piqûre de morphine et m'a mis un pansement sur l'œil. Je prends l'ascenseur, les portes s'ouvrent et je tombe sur Stanley qui fait « Oh, oh !» Je lui dis « Stanley, je rentre. » « Ah bon? Ok. Comment ça va? » Mal, Stanley. Je lui ai dit. Anybody ill of disease? No, sir. Cramps? No, sir. Lice? No, sir. Flu there for the bar? Yes, sir. Fortunately, Tom Cruise and Nicole Kidman are not going to be able to participate in your project regarding Stanley Kubrick. We just wanted to call and let you know. Thank you. Août 97, bientôt un an de tournage pour l'équipe d'Eyes Wide Shut. Pinewood, toujours forteresse imprenable. Internet diffuse pourtant de soi-disant clichés du décor, mais aussi des photos de la petite famille au travail. Pendant ces week-ends, Madame Cruise assure la promo du thriller Le Pacificateur. Entre deux questions, Nicole en dira-t-elle plus que son mari? It's actually only been 7 months because we started in November, but we've had a lot of. We had 6 weeks off at Christmas, and then we had a break at Easter. Bon. So we've. Eh bien, on est bien avancé là, hein? But we're due to finish in about a month. Noël 1997, 13e mois de tournage, toujours rien sur Eyes Wide Shut. Le mieux est d'aller où ça se passe, au studio Pinewood. Allez au Black Horse, vous apprendrez des choses. C'est vraiment un bel endroit. Le rendez-vous des techniciens de Pinewood, c'est ici. Oh là là, oui, ça fait beaucoup jaser, parce qu'il paraît que Tom Cruise a un endroit où il se change. Une loge, enfin une caravane plutôt, et qu'ils lui ont construit un tunnel pour aller de sa caravane au studio. Il paraît qu'il prend toujours ce tunnel pour le cas où quelqu'un voudrait lui tirer dessus. Mais quand même, ici, c'est l'Angleterre, c'est pas l'Amérique. Ici, la supposée maison louée par les Cruise-Kidman. Un peu plus loin, l'accès au studio. Et si on essayait d'entrer? Encore aujourd'hui, on ne sait pas comment, mais on est entré. Ateliers, décors, accessoires, enfilade de plateaux, Pinewood s'étend sur plusieurs hectares. Devant plateau James Bond, à droite plateau M, plateau Kubrick. Sécurité, éjecté. Je lui demandais parfois à Stanley, combien de temps va prendre ce film? Il me répondait, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Écoute, ça prendra le temps qu'il faudra pour raconter l'histoire. Il m'a dit une fois que ses seules limites, c'était l'argent qu'il pouvait y consacrer et le nombre d'heures de sommeil dont il avait besoin. Ces films étaient parmi les plus raisonnables que nos studios aient eu à financer. Ses coûts de tournage à la journée étaient extrêmement bas, parce qu'il était à la fois réalisateur, producteur, caméraman, monteur et souvent scénariste. En plus, le mobilier utilisé sur le tournage venait très souvent de chez lui. Stanley était quelqu'un de très économique, donc ça n'avait pas d'importance si le tournage s'éternisait pendant des mois. 99 fois sur 100, on ne fait pas ça pour un film normal, parce que le coût serait prohibitif. Et d'ailleurs, la plupart des artistes ne seraient pas d'accord et diraient « Excusez-moi, mais je ne peux pas faire ça. Je ne vous consacre pas un an de ma vie. On me paye pour faire un film, pas 4 ni 3. » Sur Shining,
J'ai été payé au prix des techniciens anglais, parce que le beau-frère de Stanley, le producteur, m'avait dit « On ne peut pas te payer plus ». Le film devait durer 6 mois, donc j'ai dit « D'accord, je travaille à ce tarif ridicule pendant 6 mois, mais si ça dure un jour de plus, on passe à mon tarif. En plus, je ne travaillerai qu'une semaine sur 2 et vous me payerez les allers-retours en Concorde. » Yann Arlan a ri et m'a dit « Entendu, mais ça ne dépassera pas les 6 mois. » 6 mois ont passé, et puis encore 6 mois, et durant les 6 derniers mois, j'ai fait 26 allers-retours en Concorde. Janvier 98, fin du tournage, c'est ce que tout le monde croyait. Mais Kubrick, mécontent de son travail avec Jennifer Jason Leigh, rappelle la comédienne. Ne pouvant se libérer du plateau d'existence de Cronenberg, elle sera remplacée par Mary Richardson. La production reprend en avril pour 2 mois. Juin 98, tournage définitivement bouclé, une année de montage attend Kubrick. Il était à Londres, c'était en 1970, 70 ou 71. Il était en plein montage quand je l'ai appelé. Il m'a demandé « Ça va ?» Je lui ai dit « Très bien, ça me ferait plaisir de te voir. » Il m'a répondu « À moi aussi, mais tu sais, je suis en montage et je ne peux voir personne avant la fin. » J'ai dit « Je suis là pour 3 mois. » Il m'a répondu « Ça peut me prendre 1 an, tu sais. » J'étais venu pour la première. Il m'avait invité chez lui et à ce moment-là, il était encore en montage. Apparemment, même pendant la traversée sur le Queen Mary, il continuait de monter. Août 98, en plein montage, le web donne une description ultra précise de la bande-annonce d'Eyes Wide Shut. On y verrait les seins en gros plan de Nicole Kidman sur lesquels apparaîtraient les noms des comédiens. J'ai vu ça et ça a fait rire Stanley. On n'a jamais fait de bande-annonce comme ça. 3 mars 99, Kubrick rend sa copie. À New York, projection très privée pour les 2 patrons de la Warner et les 2 comédiens. Le projectionniste est prié de ne pas regarder. On a vu le film à New York. On en a tous discuté le lendemain et Stanley jubilait. Stanley Kubrick ne montrait jamais ses films autrement qu'avec son Final Cut. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Il nous a montré la version définitive d'Eyes Wide Shut, comme il l'avait fait pour Full Metal Jacket, Shining ou Barry Lyndon. C'est le film qu'on a vu lors de cette projection magique à laquelle assistaient Tom Cruise et Nicole, ma femme et moi et mon associé, Bob Daly. On était tous les 5 à New York et on a découvert le film pour la première fois. C'était sa version définitive. Ils avaient vu le film à 11h du soir et à 8h15 le lendemain matin, Stanley m'a appelé et m'a dit « J'ai de nouvelles de personne. » Mais Stanley, il est 3h du matin à New York. Oui, mais ça prend 1 minute d'envoyer un message. Attends, j'en ai un. C'était un message de Tom et Nicole disant qu'ils avaient trouvé le résultat formidable. On a passé en revue tous les détails, toutes les nuances, toutes les questions marketing. Il a abordé tous les points touchant au film comme s'il avait eu ses notes sous les yeux, alors que je suis sûr que ce n'était pas le cas. Il voulait savoir où le film allait passer et comment allait se dérouler la projection à Show West quelques jours plus tard. Il devait être 18h, le samedi 6 mars. Je regardais le rugby à la télé quand Stanley m'a appelé pour me parler du film. Je lui ai dit « Stanley, je regarde le rugby. Laisse-moi regarder le match, s'il te plaît. » On a discuté pendant 15-20 minutes de Tom et Nicole. Il les avait trouvés remarquables, extraordinaires. Je lui ai dit « Stanley, s'il te plaît, je regarde le rugby et ce soir je suis pris. Je t'appellerai demain matin avant midi. » J'aurais bien aimé. J'espère. Le téléphone a sonné tôt ce matin-là. C'était Stanley et on a discuté pendant 1 heure. La première chose que je lui ai demandé, c'est « Comment vous m'avez retrouvé? Personne ne sait que je suis ici. » Stanley avait le chic pour retrouver les gens et pour les appeler où qu'ils soient. Je ne l'avais jamais entendu aussi content et excité.
On aurait dit qu'il était en train de faire la fête. Il jubilait. Après coup, je me suis demandé si ce n'était pas ça qui avait mis son cœur à rude épreuve ce soir-là, quand il est allé se coucher. Je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose, il est mort avec le sourire. Le célèbre metteur en scène, né à New York il y a 70 ans, était un fervent de One A Space Odyssey, regarded as one of the greatest films ever made, a landmark in cinema history. It was the film for which Stanley was born in New York. His first success came in Hollywood, but he became a legend in Hollywood rentre vachement les livres du réalisateur de devenir un cinéma tous soulignent son immense talent. Stanley Kubrick, dans l'une de ses rares apparitions publiques à Hollywood il y a 2 ans, avait résumé les emplois. Las Vegas, quelques jours après sa mort, présentation des premières images du dernier Kubrick à Show West, le gala annuel organisé par Hollywood pour les exploitants de salles. Stanley avait préparé cet extrait pour vous, pour Show West. Et en fait, le samedi matin, il m'avait fait répéter tout ce que je devais dire pour que tout soit conforme à ce qu'il voulait. Avant de pouvoir exploiter un film, il faut passer par la case censure. Et aux États-Unis, elle est particulièrement sévère. Un film affublé d'un R signifie son interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés. Un NC-17 est une interdiction absolue aux moins de 17 ans, un drame et un échec commercial annoncé pour un film grand public. Le premier avis de la commission de censure attribue un NC-17 à Eyes Wide Shut. Stanley voulait absolument seulement une interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés. Il espérait que ce film serait considéré par la critique comme le meilleur qu'il ait jamais tourné. Je pense aussi qu'il voulait que ce soit son plus gros succès. Un film que le grand public irait voir. Il a fallu négocier avec la commission de censure, parce qu'elle n'acceptait pas une certaine scène où on voit des couples en train de faire l'amour. Les règles sont très claires en la matière. On ne doit pas voir les corps entiers. Donc, on nous a dit exactement ce qu'il fallait cacher. En fait, il allait devoir corriger numériquement ces quelques secondes de film. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une image, on l'a dupliquée et animée de façon à ce qu'on ne voit pas certains détails de la scène. On comprend toujours ce qui se passe. Il est clair qu'ils ne sont pas en train de jouer au bridge. Mais ça a satisfait la commission de censure qui classe les films aux États-Unis. Ce que le monde entier verra, c'est la version qu'on a vue à New York. Rien n'a été changé, pas la moindre image. Et la version américaine sera exactement la même, avec un retouchage numérique de quelques secondes. Juillet 99, à l'issue de la projection de presse, les premières critiques ne sont pas très tendres. Repousse les limites du sexe à l'écran pour le Daily Telegraph. On a connu Kubrick plus subversif selon Variety. Pour Libération, Cruise et Kidman ne jouent pas bien ensemble. Eyes Wide Shut, Barry Lyndon, Orange Mécanique 2001, la presse n'a pas souvent été tendre avec les films de Kubrick. Mais Kubrick lui-même n'hésitait pas à désavouer certains de ses films. Il interdit carrément la diffusion de son premier long métrage, Fear and Desire, qu'il jugeait raté et prétentieux. 99% des gens n'ont jamais entendu parler de Fear and Desire. D'où vient cette obsession pour Fear and Desire? C'était il y a 40 ans, il aurait pu dire « c'est mon premier film, il est nul, mais... » Parce qu'il était obsédé par la perfection? Ne le prenez pas mal, mais c'est à Stanley qu'il faut poser la question. Pourquoi perdre son temps à voir un film qu'il ne considérait pas digne d'être vu? Oui, il était très critique vis-à-vis de lui-même. L'acteur-producteur Kirk Douglas avait fait appel à Kubrick pour succéder à Anthony Mann sur Spartacus. Le réalisateur remplaçant aura toujours la sensation que le projet lui échappe. Le vrai patron, c'était Kirk Douglas. Je crois que mon père avait Stanley Kubrick sous contrat pour 6 films. Auparavant, ils avaient déjà travaillé ensemble sur Les Sentiers de la Gloire. Et je crois que ce qu'il appréciait, c'était son talent.
Et mon père disait, et ça s'est souvent vérifié, quelqu'un qui a du talent n'est pas forcément quelqu'un de bien. Ça a été le dernier film sur lequel il a travaillé comme réalisateur pour quelqu'un d'autre. Ça ne changeait rien, que ce soit pour Kirk Douglas ou pour un autre. Ce n'était pas sa vision. Il interprétait la vision d'un autre. Grosse différence. C'est là qu'il a décidé qu'il ne le referait plus jamais. Et cette indépendance est cruciale. Pour moi, un film ne peut pas se tourner en collaboration. Il faut un seul point de vue. Je crois que mon père a été très blessé que Stanley Kubrick ne considère pas Spartacus comme l'un de ses films. 2001 et Orange Mécanique ont connu des sorties mouvementées. Kubrick choque, Kubrick déroute. 2001 était un échec financier à l'époque. Quand Stanley a montré 2001 au patron de la MGM, ils ont été absolument horrifiés. Et quand les lumières se sont rallumées, tout le monde était comme ça. Ils se sont levés et sont partis sans dire un mot. C'est la dernière fois que Stanley est allé en Californie pour montrer un film. J'avais 13 ans quand j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace pour la première fois. Je me souviens que j'avais lu, avant d'avoir vu le film, qu'il fallait attendre 40 minutes avant d'entendre la première phrase. Je me suis demandé comment c'était possible. Mais quand j'ai vu le film, j'ai compris. En plus, la première phrase, c'est « Nous y sommes, monsieur ». Extraordinaire. Beaucoup de gens ont été dégoûtés par ce film et sont partis avant la fin. Je me souviens que je passais en voiture à Hammersmith quand tout à coup, j'ai vu un gang portant des chapeaux melons blancs. Je me suis dit, bon sang, ça doit être pour faire comme dans le film. Je n'en revenais pas. Orange Mécanique n'était sorti que depuis une semaine et il était déjà copié. Je me suis dit, c'est que ça doit être un bon film. J'en ai même parlé à Stanley. Je lui ai dit, s'il se promène en costume blanc et en chapeau melon, ça va simplifier le travail de la police. D'ailleurs, ça lui a fait un peu peur quand il a lu que le type qui avait tenté d'assassiner le gouverneur Wallace en Alabama avait vu Orange Mécanique. « 13 juillet 99, avant-première d'Eyes Wide Shut à Hollywood, tout le gratin californien s'est déplacé pour l'occasion. Have you seen the film already or not? I haven't seen the film, but I plan on getting 2 big buckets of popcorn and watching it twice. And Tom. Started the film, we'd been married for 7 years, and we've now been married for almost 10 years. So some time went past and some things happened. Then you have Tom Cruise and Nicole Kidman, and then you have sexuality. How can you not be interested in all of those things unless you're dead? We have to move them along. Adjectives to define the last 3 years of your life with this film. What adjectives did you use? I think I used them all: extraordinary, amazing, intense, unforgettable, epic. Did I say extraordinary? I think I did. Après plusieurs semaines d'exploitation, Eyes Wide Shut est devenu le plus gros succès américain de Kubrick. I'll tell you what I do know is you got a little stoned tonight, you've been trying to pick a fight with me, and now you're trying to make me jealous. But you're not the jealous type, are you? No, I'm not. You've never been jealous about me, have you? No, I haven't. And why haven't you ever been jealous about me? Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife. Maybe because you're the mother of my child, and I know you would never be unfaithful to me. You were very, very
Sure of yourself, aren't you? No. I'm sure of you. Eyes Wide Shut avait mûri presque 30 ans dans la tête de Stanley Kubrick. Mais un bon nombre d'autres projets existaient qu'il n'a jamais pu réaliser. Ainsi, Napoléon l'obsédait. Il s'attaque au sujet dès la fin des années 60. Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un tel scénario. Je ne suis pas sûr qu'il existe. Si, il y a un scénario. Il date de quand? Des années 70? 1969. Ah ok, c'était même avant que je n'arrive. Juste après 2001, il charge Andrew Birkin des premiers repérages. Il y a quelque chose d'autobiographique dans ce scénario. C'est ce qui m'a frappé. Il a dû laisser tomber les côtés de Napoléon qui ne lui ressemblaient pas, et toutes les scènes où il pouvait se dire « Ah, ça c'est moi », il les a gardées. Il y a 2 ou 3 passages qui sont particulièrement intéressants. Notamment celui où la voix de Napoléon dit « Il n'y a pas d'homme plus prudent que moi lorsque je prépare une bataille. J'exagère tous les dangers et tous les désastres qui pourraient survenir. J'apparais serein à mon état-major, alors que je suis telle une femme en train d'accoucher. Mais une fois ma décision prise, je ne pense plus qu'à la victoire. » Pourquoi il n'a jamais fait Napoléon? La MGM a fait faillite. Et il est allé chez Warner Brothers. Entre-temps, un film intitulé Waterloo est sorti, et ça a été le plus grand flop de tous les temps. J'avais beaucoup aimé la première ébauche du scénario de Napoléon. Mais je ne suis pas surpris qu'ils aient paniqué à l'idée de se lancer dans un projet aussi coûteux. En 1991, il achète les droits du roman Wartime Lies de Louis Begley sur la Seconde Guerre mondiale. Il en tire un scénario, Aryan Papers, et envisage Uma Thurman et Julia Roberts pour les rôles principaux. Ce qui fascinait Stanley chez les nazis, c'était leur contrôle total de tous les secteurs de la société. Plus le fait que les responsables nazis étaient des fous, mais des fous travaillant à l'intérieur d'un cadre très rationnel, un peu comme dans le milieu du cinéma. Quand il a commencé à travailler sur la première version de Aryan Papers, c'était excellent. C'était un scénario excellent, fantastique à lire. Mais je lui ai dit, Stanley, il n'y a qu'un seul problème. Est-ce que tu sais que Steven Spielberg va commencer dans 1 mois ou 2 le tournage de la liste de Schindler? Bien que le sujet soit similaire, les histoires étaient très différentes. Là, ça se passait au début de la Deuxième Guerre. C'était l'histoire d'une femme et de son enfant, mis en camp de concentration, mais qui réussissaient à survivre. Il ne savait pas très bien de quoi allait parler la liste de Schindler. Mais après s'être renseigné, il a décidé de ne pas se lancer dans un film aussi proche de celui que Spielberg était en train de tourner. Enfin, ultime idée de Kubrick, un film de science-fiction autour de l'intelligence artificielle, AI, pour Artificial Intelligence. Il s'inspire d'une nouvelle de l'auteur de SF, Brian Aldiss. Ça s'appelle Super Toys Last All Summer Long. Plusieurs scénaristes se succèdent. Le studio de George Lucas, ILM, s'attaque même aux effets visuels. Quant à Brian Aldiss, il travaillera avec Stanley Kubrick sur l'écriture entre 1980 et 1990. C'est l'histoire d'un petit androïde qui ressemble exactement à un garçon de 5 ans et qui est adopté par une femme ne pouvant pas avoir d'enfant. Kubrick en était arrivé à la conclusion qu'il allait lui falloir fabriquer un petit androïde pouvant marcher et si possible parler. Une limousine venait me chercher tous les matins pour m'emmener à Chadwick-Bury, la forteresse Kubrick. Il m'avait offert une magnifique édition illustrée de Pinocchio, parce qu'il s'était mis en tête de faire une version moderne de Pinocchio. À moi, ça ne me semblait pas très logique. Mais c'était impossible de contredire Stanley. Il fallait être d'accord avec ce qu'il suggérait. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est tourné vers Arthur C. Clarke. One day, Stanley sort of cabled me and said, you know,
only you can do it, name your price. Well, I felt I owed Stanley so much that I actually wrote an outline. And, you know, I did it for free. I never got any money for it. I never expected any money for it. Though, of course, if it had developed further, my agent would have appeared on the scene. But unfortunately, Stanley hated my outline. Il avait décidé de travailler non pas sur un, mais sur deux projets en parallèle. Il travaillait d'un côté sur AI et de l'autre sur Eyes Wide Shut. En fait, pour lui, le choix était simple. Soit il attendait en continuant à travailler sur le scénario et les personnages d'AI, tout en tournant Eyes Wide Shut, soit il s'adressait à son ami Steven Spielberg et lui demandait de réaliser ce film que lui-même aurait produit. The movie that Stanley would produce. He wanted to take us places we could never have imagined, and so he imagined them for us. He is Stanley Kubrick. Il était très proche de Steven Spielberg. Il aimait beaucoup ses films, notamment parce qu'ils étaient très différents des siens. Il admirait sa capacité à laisser libre cours à son imagination. Pour vous, qui pourrait filmer ce scénario AI? J'espère que ça ne sera pas Spielberg. Pourquoi? Parce qu'il fait des films commerciaux. Il est très différent de Stanley. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais il y a 15 jours. Et? On en discutera sûrement la semaine prochaine. Donc il est intéressé? Je crois que oui. Il en avait parlé avec Stanley. Sinon, je ne lui aurais pas transmis ce que j'avais. C'est la fin de 2 ans d'enquête. Eyes Wide Shut au cinéma, peut-être un prochain Kubrick réalisé par Spielberg. Et un espoir déçu aussi, celui de n'avoir pas pu approcher Kubrick. Mais après tout... Anyone who has ever been privileged to direct a film also knows that although it can be like trying to write War and Peace in a bumper car in an amusement park, when you finally get it right, there are not many joys in life that can equal the feeling. We'll meet again, don't know where, don't know where. That I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go,